Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Secret d'entraîneur. Cette semaine, j'ai la chance et le plaisir de retrouver Francisca Dosé pour un épisode assez spécial. Alors, Francisca est une psychanalyste transgénérationnelle et coach mental de la performance. Elle a notamment accompagné Daniil Medvedev en tennis, qui a été numéro 1 mondial à peine, et surtout le triplé en BMX français qu'on a connu aux Jeux Olympiques. Alors pourquoi un épisode un peu spécial? Parce que c'est la première fois que je raconte, moi, une expérience très personnelle parce que je pense qu'on peut être beaucoup à se reconnaître là-dedans et que mon expérience pourra aider certains d'entre vous. Alors, je n'en dis pas plus, je te laisse découvrir ça, mais dans cet épisode, on va parler beaucoup donc de préparation mentale, de psychologie, de psychanalyse et donc de performance de manière très holistique. Je te laisse découvrir l'épisode, n'hésite pas à nous retrouver en commentaire pour poser tes questions et n'oublie pas de liker soit la vidéo, soit l'audio que tu vas écouter, ça nous aide énormément en termes de référencement. Autre chose, j'ai une énorme annonce à te faire, c'est les rencontres de la performance. C'est un événement qu'on a co-créé avec David Florence qui est dans la continuité du Symposium de Nevers, pour ceux qui le connaissent. Et donc, ça va être un événement hors du commun. 3 jours, 14, 15 et 16 novembre de cette année 2025. Ça sera à Paris. Le lieu reste à confirmer dans les prochains jours. Donc au moment où je sors cet épisode, ce n'est pas encore validé, mais peut-être que si tu le regardes, un mois après la sortie, tu pourras trouver toutes les informations dans le lien. Et donc 3 jours exceptionnels où on attend plus d'une centaine d'intervenants et on a ouvert 1000 places. 1000 places pour les entraîneurs de tout niveau, toute discipline. Notre objectif, c'est d'échanger au maximum, d'avoir un petit peu de théorie, mais surtout énormément de pratique et que tu puisses repartir après ce week-end avec des choses à mettre en place directement sur le terrain. Si ça t'intéresse, tu peux retrouver le lien en description et le code secret avec un S à la fin pour gagner 10% sur ta commande. Je te laisse à l'épisode. Salut. Francisca Dosé, bonjour. Bonjour, Bienvenue dans Secret d'entraîneur. merci de m'accueillir. De te réaccueillir. Oui, c'est vrai. Parce qu'on avait perdu les audios. Tu fais partie de ces épisodes-là. Donc déjà, merci de prendre le temps de revenir. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui es-tu? Qui je suis? Est-ce que je suis réduite à ce que je fais ou est-ce que je suis... Tu te présentes comme tu veux. euh, je- j'ai presque envie de dire d'abord que je suis une exploratrice. Voilà. Et donc, je suis toujours curieuse et ce qui m'intéresse, c'est de découvrir, évidemment, dans une dimension qui est la mienne, la dimension psychologique et mentale, mais aussi énergétique. Je pourrais rajouter aujourd'hui spirituel et on l'entend comme on veut, hein, parce qu'il y a plein de manières de le voir. Mais ce que je fais, c'est que je suis psychanalyste transgénérationnelle. Je suis aussi psychanalyste d'enfants et d'adolescents qu'on appelle post-doltoïenne. Et je suis coach mental de la performance des acteurs du sport de haut niveau. Et je suis aussi énergéticienne en médecine chinoise. Alors, j'aime bien que tu parles des acteurs de la performance. Ça veut dire pas que les sportifs? Pas que les sportifs, parce que les sportifs ne sont pas tout seuls ex nihilo, ils sont accompagnés de toute une équipe. Et dans une équipe, il y a beaucoup de métiers et de façons aussi de penser le sport. Quel est ton rôle dans un staff comme ça? Alors, quand il m'est dévolu, parce que parfois, on ne me demande pas du tout d'intervenir dans un staff, même si je pense que dans nos métiers, on polarise toujours un peu. Quand on me le demande ou quand je le suggère et que c'est accepté, c'est justement la régulation des enjeux que chacun a dans une équipe à réaliser l'exploit du sportif, par exemple, ou la performance. C'est jusqu'où une personne s'implique ou pas, et quelle est la part du personnel et du professionnel qui fait que ça va être biendiisant pour l'athlète, ou au contraire, on pourrait dire malfaisant pour l'athlète. Est-ce que la performance, c'est quelque chose de bienveillant? C'est Comment tu le vois? c'est un gros sujet, hein, c'est un sujet sur lequel j'écris en ce moment, justement. Je dirais que c'est les deux. Ça peut être quelque chose de bienveillant, en tout cas quelque chose d'intéressant pour la personne, mais ça peut être aussi extrêmement violent. Et par principe, la performance est quand même assez violent. Parce que ce qu'accomplit par exemple un sportif de haut niveau, on pourrait dire que ce n'est pas normal, entre guillemets. Dans le sens où lui, c'est son objectif, c'est ce qui le tient, c'est un Graal, on peut l'appeler comme on veut. C'est pas un Graal pour tous les sportifs, hein, déjà. Mais enfin bon, chacun y trouvera du sens. Pour autant, il pousse, et son esprit, je dirais, d'abord, et son corps après, à des épreuves qui ne sont pas, entre guillemets,
forcément bonne pour sa santé ou son intégrité complète, globale. Donc ça demande une grosse régulation. Oui. Et ça, c'est une analyse par rapport à la vie, entre guillemets, humaine actuelle. Parce que dans le passé, on sait que, par exemple, je parle de l'effort physique ou la contrainte mentale ou physique était beaucoup plus importante que ce qu'on vit aujourd'hui. Je pense, début du siècle dernier, les mineurs dans le Nord, c'était indirectement des sportifs de haut niveau quand tu vois la contrainte mentale et physique qu'ils avaient. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est devenu anormal ou c'est quelque chose qui l'a quand même toujours été? Alors ça, c'est une très bonne question, parce que je pense qu'elle est aussi anthropologique. La question de savoir si l'effort que l'on fournit a été considéré comme une performance ou pas, c'est quelque chose sur lequel je me suis attelée. C'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui tous les jours, dans sa récurrence de travail, fait quelque chose qui est pénible, est-ce que c'est une performance ou c'est une inconscience ou c'est un non-choix? Mais est-ce qu'il y a de la performance? C'est-à-dire la question, c'est est-ce que la personne se dit, je fais un effort, ou elle est tellement prise dans cette routine et dans cette nécessité-là qu'elle ne le voit pas comme un effort, mais comme comme une survie. Enfin, mais même pas penser comme une survie, penser tout court comme j'ai pas le choix. Donc est-ce que ça lui demande un véritable effort? Et puis après, ça dépend parce que très souvent, on compare les métiers d'autrefois, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y avait beaucoup de temps de repos. Ouais, c'est Et vrai. parce qu'il y avait beaucoup de fêtes, par exemple, en Occident chrétienne, qui faisaient qu'il il y avait des journées où il n'y avait pas de travail, euh, mais aussi il y avait une communauté, une vie beaucoup plus collective qui n'existe plus aujourd'hui ou de manière différente, mais quasiment pas du tout de la même manière, et beaucoup de solidarité, mine de rien. Donc, je ne sais pas si c'est comparable. Mais la question de la performance, oui, est-ce que tous les matins me lever pour faire un métier qui ne m'intéresse pas ou d'aller travailler dans un endroit où ça me demande mentalement, par exemple, je pense aux aides-soignants, ou est-ce que c'est au contraire ce qui va être le plus facilitant pour moi de faire ce métier-là? Mais ça, c'est individuel en fait. On ne peut pas dire comme ça d'emblée que c'était moins ou plus pénible. Et est-ce qu'on peut performer à très haut niveau en ayant cette vision pénible de l'entraînement ou de la performance? Oui, je pense, comme on peut aussi considérer à l'inverse que cette pénibilité, on en fait une force dans le sens de la discipline, comme on rentrerait dans les ordres en quelque sorte, c'est-à-dire dans quelque chose qui fait qu'il y a un tel objectif que toute la vie est tournée, toute sa vie, tous les compartiments de sa vie sont tournés vers cet objectif. Et donc, on pourrait prendre cette pénibilité-là, de l'effort mental, physique, technique, stratégique, on peut les voir sous tous ces angles, comme finalement une chance, un bénéfice pour soi. Ouais. C'est pour ça que je dis que c'est toujours individuel et qu'un projet, c'est important de comprendre quand on commence à s'occuper d'un sportif de haut niveau, finalement, d'où il vient et comment il s'est construit et finalement comment il va être mené. À partir de là, on peut voir comment faire en sorte que ce soit le plus harmonieux possible. Ouais, une forme d'acceptation Une forme d'acceptation ou carrément de rentrer dans un rôle. dans la joie même de la pénibilité. Mais je connais des athlètes qui ont une sorte de, comment dire, de joie d'accomplir quelque chose qui est difficile, en fait. On trouve ça aussi chez les entrepreneurs, souvent, les grands On peut trouver entrepreneurs. ça chez les entrepreneurs. En fait, toute forme de dépassement de soi, quel qu'il Ouais. soit. Et comment est-ce que toi, tu vois ce dépassement de soi? Est-ce que tout le monde en est capable? Ah, c'est une bonne question aussi. Donc ça aussi, j'y ai pas mal réfléchi, parce que ça m'intéresse aujourd'hui de réfléchir ça sur le plan philosophique. Et pas seulement sur le plan... le bouquin que j'écris ne va pas parler des recettes, ça ne m'intéresse pas de parler de ça, il y a plein de gens qui écrivent là-dessus. Et puis, moi, je ne suis pas préparatrice mentale, je suis coach mental, donc je m'intéresse plus au process, à toute forme de process que vraiment à des routines. Et parce que je trouve que c'est plus efficient sur le long terme, puisque ça parle de la modélisation des personnes et pas de quelque chose qu'on imposerait d'une manière didactique, en fait. À bas bruit, c'est-à-dire ou silencieusement, tout le monde ne reconnaît pas faire du dépassement de soi, mais il arrive toujours un moment où on le fait. Et je pense que l'être humain est un performeur né, parce qu'anthropologiquement, il est obligé toujours de trouver des solutions aux différentes situations. Alors, il va plus ou moins le réaliser, plus ou moins bien le réaliser,
mais cet entrepreneur, on peut dire, né, ou ce performeur né, parce qu'il va justement comment dire, chercher absolument à aller un peu plus loin que ce qu'il ne faisait avant. Et en même temps, il est très fainéant, l'être humain. C'est-à-dire que s'il peut trouver la voie directe en faisant le moindre effort, il va le faire aussi. Donc il est pris dans cette contrariété-là, dans ce paradoxe de surtout j'en fais le moins possible, et en même temps, si mon désir est excité d'une manière ou d'une autre, alors je vais trouver de quoi réaliser, je vais trouver la force en moi pour réaliser quelque chose. Mais on pourrait dire aussi que ce désir, en tout cas cette envie d'aller plus loin, est surexcité aujourd'hui par cette société consumériste qui vient, et puis technologique, et puis, on va dire, technique, qui vient de plus en plus exciter le désir, exciter, allez, toujours plus, toujours, et encore, et encore, et encore. On le voit bien dans tous les domaines de la vie. Bien sûr. Et pour revenir sur la question précédente, donc, pour toi, le dépassement de soi, c'est quelque chose de faisable par tout le monde. Mais est-ce que la reproduction de ce dépassement de soi au quotidien, c'est donné à tout le monde? Tu vois la nuance? Complètement, puisque le dépassement de soi, parfois, on ne le reconnaît pas. Ouais. Combien de fois j'ai des personnes au-delà du sport de haut niveau, au-delà des patrons d'entreprise et des artistes qui aussi sont au haut niveau, des personnes au quotidien qui veulent trouver comment mieux faire les choses, qui ne se sont pas rendus compte qu'ils ont performé. Ouais, je comprends. Mais vraiment pas du tout rendu Ouais. compte. Et donc je leur dis, mais en fait, ça, vous l'avez fait très bien. Comment vous l'avez fait? Et en fait, on modélise comment ils ont réussi à faire quelque chose qu'ils n'avaient pas perçu comme un dépassement de soi. Donc, mais c'est vrai que de le reproduire, ça demande à être travaillé. Et un sportif de haut niveau, forcément, est plus à même de le reproduire, ou un artiste de haut niveau, ou un entrepreneur, parce qu'il est obligé de le faire tout le temps pour atteindre ses objectifs. Donc en fait, il faut qu'il trouve des process qui lui permettent de retrouver le chemin quotidiennement presque, ou à chaque compétition, pour lui permettre de se redépasser. Oui, un peu comme quelqu'un qui rentrerait dans les ordres accepte d'aller prier, faire ses... Oui, de tous les jours suivre tous les un jours. programme. Oui. Le sportif doit accepter que sa mission terrestre, on peut dire ça comme ça, En tout cas, ce qu'il s'est donné comme mission. voilà, ça va correspondre à ça et que ce n'est que le passage, donc ce n'est pas pénible forcément, quoi. En tout cas, même si c'est pénible, ça sollicite une telle discipline qu'il accepte cette discipline. Ouais. Et que donc, ça le met dans, un peu comme dans un rythme, c'est-à-dire que plus il est dans cette discipline, et plus il peut accomplir, ouvrir les espaces, élargir les possibilités de dépassement. Ok, je comprends. Ok, donc ouais, c'est vraiment accepter le projet qu'on a et se l'approprier complètement. D'où la difficulté quand le projet n'est pas le sien. Et ça, c'est quelque chose que, en tout cas, j'aime à vérifier. C'est-à-dire, c'est le projet des parents, c'est le projet de l'entraîneur. Alors, au départ, ça peut être le projet de la personne, mais ça peut devenir malheureusement le projet de l'entraîneur ou le projet d'une fédé ou le projet d'une équipe qui dépasse le projet de l'athlète. Et l'athlète est un peu va vers l'avant, est tiré un peu, mais il ne se l'approprie pas. Et je me souviens d'une athlète comme ça, qui, dans le tennis, qui était très douée. Donc, jusqu'à 14-15 ans, justement, elle était dans la performance, presque naturellement, parce qu'elle était physiquement mieux capée que la plupart de ses congénères. Donc, elle performait très bien, jusqu'au moment où elle s'est retrouvée en dépression, soi-disant. Donc, ça, c'est un sujet, d'ailleurs, que j'ai traité, qui vient de sortir, que j'ai traité récemment. C'est-à-dire qu'elle n'arrivait plus à trouver de sens à ce qu'elle faisait. Et quand je l'ai interrogée, je lui ai dit, mais tu travailles ça avec ta préparatrice mentale, tu n'as jamais abordé ce sujet? Elle me dit, jamais. Elle dit, oui, si, on trouve des petites solutions comme ça. Je lui dis, mais tu n'as jamais abordé la raison pour laquelle tu fais ce sport? Non. Et je lui demande, mais pourquoi tu le fais, ce sport? Parce qu'en fait, je ne sais faire que ça, à 15 ans. Je lui dis, mais ça, tu ne sais pas si tu ne sais faire que ça. Elle me dit, oui, mais j'ai toujours fait ça, donc tous les efforts que j'ai faits, quand même, je ne vais pas les laisser tomber. Je dis, mais si tu trouves plus de sens, peut-être c'est quand même important que tu trouves du sens à ce que tu fais. Et je lui dis, je t'invite à le travailler. Alors, si ce n'est pas avec elle, comme elle était aussi psy, cette personne, je lui dis de le travailler avec elle sur la question du sens. Elle ne l'a pas fait. 2 mois plus tard, elle a arrêté totalement. Voilà, typique.
Typique la question du, comment dire, de justement, est-ce que c'est mon projet ou est-ce que c'est le projet de quelqu'un d'autre? Ouais, je comprends. Et ça, en tant qu'entraîneur, comment est-ce qu'on fait pour vraiment le définir? Parce que parfois, on parle avec des sportifs, involontairement, inconsciemment, ils vont vouloir nous faire plaisir en disant, ouais, je sais que mon entraîneur, il cherche à avoir un champion du monde, je dis n'importe quoi. Oui. Oh bah ça, c'est pas n'importe quoi. Oui, enfin, non, mais l'objectif peut être totalement différent. Hmm. Enfin, et dire, ah ben mon entraîneur, il rêve d'avoir un champion du monde et d'entraîner un champion du monde, je vais dire, je veux être champion du monde. Et on se fait aspirer dans une boucle qui nous dépasse un petit peu en tant que sportif. Comment est-ce que donc nous, en tant qu'entraîneur, on peut avoir la réponse réelle du sportif? Déjà, se poser la question en tant qu'entraîneur de est-ce que mes objectifs euh, sont justes par rapport à l'athlète? Déjà, la première chose, c'est mes enjeux sont peut-être pas les mêmes. Pourquoi j'ai ces enjeux-là? Pourquoi j'ai ces objectifs? Est-ce que ça demande un petit travail sur soi quand même, hein, parce que c'est ce que je dis là, c'est pas Yaka Faucon, hein. Pour un entraîneur, c'est pas du tout évident. Mais la première chose, c'est qu'on ne part pas de l'entraîneur, on part de l'athlète. C'est-à-dire que l'entraîneur devrait apprendre à partir de l'athlète et pas à partir de ses... Donc il doit veiller à ses propres objectifs. Donc s'il part de l'athlète, c'est lui demander, mais toi, quels sont tes objectifs? Euh, L'entraîneur peut faire part de son idée et pas de son désir, c'est pas la même chose, que l'athlète a les capacités de devenir champion du monde, par exemple. L'entraîneur peut dire, moi j'ai le sentiment, en tout cas, ce que je vois, c'est que tu es capable d'être champion du monde, en tout cas de te présenter pour cette compétition-là. Et toi, tu en penses quoi? Est-ce que tu en as envie? Et si l'athlète dit non, j'en ai pas envie, c'est d'explorer pourquoi il n'en a pas envie. Donc soit les réponses sont assez simples et l'entraîneur peut se contenter de cet entretien, soit il faut faire intervenir quelqu'un de mon métier qui sait interroger ça, dont c'est le métier, d'une manière, on va dire, euh, comment- Détaché? bah oui, détaché, j'ai envie de dire surtout, le mot m'échappe, mais bienveillant, c'est-à-dire surtout en n'ayant pas d'enjeu personnel, en mettant pas d'enjeu personnel, en disant, bon voilà, et peut-être que la personne n'a pas cet objectif ou cette ambition, on peut parler d'ambition, parce qu'il se l'interdit, peut-être il ne l'a pas parce qu'il ne s'est jamais cru capable, mais peut-être qu'il ne l'a pas parce qu'il n'en a pas envie aussi. Et donc, il y a plein de possibilités, et peut-être aussi que cette conversation avec l'entraîneur va permettre de calibrer justement là où on est l'athlète et de partir de là où on est l'athlète. Et peut-être que quelques mois plus tard, un an plus tard, il aura cet objectif naturellement. Mais oui, c'est important d'en parler. On ne peut pas vouloir à la place de l'autre. J'ai discuté beaucoup avec Jonathan Bellegroux, qui est prépa mental. Et on a discuté d'un cas particulier de quelqu'un que j'ai rencontré. Et donc de mon analyse, parce que lui il le connaît, il l'a suivi aussi en prépa mentale. Mon analyse extérieure. Et je dis, mais c'est pas un prépa mental dont il a besoin, c'est vraiment du psy, parce qu'on voit, je veux dire, entre guillemets, il n'y a rien de négatif, c'est pathologique, quoi. Il me dit, oui, mais moi, ça fait 10 ans que je suis en prépa mentale, que je lui dis à lui, à ses parents, qu'il faut qu'il aille faire du psy, parce que moi, je suis bloqué, et que c'est pas mon rôle. Et ça fait 10 ans qu'il vient juste pour mettre des scotch sur tout ce qui va pas, pour essayer de rafistoler. Il me dit, la base, elle tient pas. Donc, quand tu as un sportif, comment est-ce que tu sais si tu dois l'envoyer chez un prépa mental ou un psy? Est-ce que peut-être que le psy est obligatoire pour ouvrir les portes? Comment est-ce que tu vois cette relation-là? Alors évidemment, en tant que psychanalyste et coach mental, j'ai un prérequis que je n'impose à personne, mais c'est ma conviction. Là, je parle que de moi. C'est pas parce que j'ai cette conviction que je l'impose à d'autres. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas travailler sur la dimension mentale si on n'a pas travaillé au moins un minimum sur la dimension psychologique. C'est-à-dire, qui est cette personne? Quel est son fonctionnement? Quelle a été sa construction? Donc la construction suppose beaucoup de couches. D'où elle vient, de quelle famille, quels sont les mots d'ordre, les représentations, les croyances, comment elle s'est construite. Enfin, il y a beaucoup de choses quand même. Donc déjà, de pouvoir balayer, d'avoir un spectre de tout ça, nous donne une idée de là où la personne en est. Après, quand on est préparateur mental, évidemment, et qu'on n'est pas psy, et même quand on est psychologue du sport, on n'a pas forcément les, comment dire, les, je ne vais pas me faire que des copines, ou des copains, mais c'est quand même ce que je pense. On n'a pas forcément les pictogrammes qui nous permettent de déceler. Là, tu as dit un mot, c'est pathologique. Donc, qu'est-ce qu'on met dans pathologique? Parce que pratiquement tout le monde a du pathologique.
Mais qu'est-ce qui fait que c'est entravant, le pathologique? Et ce pathologique-là, c'est quel genre de pathologique? Est-ce qu'on est, par exemple, j'ai souvent entendu des personnes dire: «Oh, il est complètement autiste, lui». Et dans le sport de haut niveau, très souvent. Et j'ai presque envie de dire, parfois, c'est aidant de l'être, hein. Mais justement, comment on prend les problématiques mentales du genre maladie mentale? Pour moi, ce sont des systèmes de défense. Donc, si on les regarde comme des systèmes de défense, on peut permettre à un athlète de s'en servir d'une manière intéressante pour sa performance, mais en même temps d'attirer son attention sur le relationnel. Parce qu'évidemment, c'est compliqué. Quelqu'un qui a une valence, enfin quelque chose qui fait qu'il est un peu dans l'autistique. Et dans l'autistique, il y a beaucoup de formes d'autisme aussi. Mais je parle de ça, mais ça peut être plein d'autres Ouais, je comprends. typologies de maladies mentales. Mais le pathologique, c'est quoi? Est-ce que c'est de la souffrance? Parce que pathos, c'est quand même l'idée de souffrance et pas... donc, est-ce que... tout à l'heure, tu as cité un exemple avec un entraîneur, mais là, j'avais envie de dire tout de suite ce qui me venait, c'est quel est son rapport à sa mère et à son père Qui a lu entre les lignes. voilà, c'est ça, hein. Donc tout de suite, ça me vient. Donc cette grille de lecture, pour moi, elle est importante qu'elle soit quand même posée pour que derrière des process mentaux ou des routines mentales, enfin comme on veut, puissent être travaillées au regard de ce profil, en fait. Et en même temps, quand je dis profil, j'aime pas tellement parce que ça suppose test et compagnie, et voilà, il serait comme ci ou comme ça. Et ça aussi, c'est quelque chose que personnellement, je n'aime pas. Parce que quand on est un thérapeute qui a de l'expérience et une connaissance, il a tout de suite des grilles de lecture, mais il n'enferme jamais une personne dans il serait comme ci ou comme ça. Et j'ai de plus en plus de personnes qui travaillent en neurologie dans le monde entier, avec qui je partage ce point de vue-là, et qui pourtant sont neurologues, et qui disent, mais en fait, on observe très peu de choses sur ce plan-là, on sait très peu de choses, et il faut rester très humble. Donc, s'intéresser plutôt à l'univers de la personne, je trouve que c'est le mieux disant. Ouais. Tu parlais d'un nombre d'autistes important dans le sport de haut niveau. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de ça justement pour performer à très haut niveau? Je ne suis pas sûre D'être d'avoir... autiste? Ben, quelque part, enfin, chez chaque être humain, c'est mon point de vue, nous avons tous une toute petite partie de toutes les maladies mentales qui existent. Mais parce que ça constitue notre système de défense. Si je peux me parler à moi-même, si je peux me recroqueviller au fond de moi, si je peux me protéger, eh bien, j'assure une certaine sécurité dont j'ai besoin en tant qu'être humain dans un monde qui est quand même, quel que soit le monde, que ce soit à l'époque préhistorique ou aujourd'hui, a ces formes d'agression. Et aussi parce qu'on est souvent construit, non pas dans l'idée que qu'est-ce qui serait bon à vivre, mais plutôt dans la défense par rapport aux agressions. On est tout le temps construit sur une pensée qui serait fais attention, ou une pensée de fais attention, les mauvaises choses, ce qui pourrait, les menaces, le chantage. On est rarement éduqué dans la bientraitance. On est plutôt éduqué dans certaines formes de maltraitance qui là aussi, sont de différents niveaux. C'est un peu le biais de l'animal, plus large que même l'être humain. Il y a des dangers, des peurs associées à ces dangers, et des comportements adaptés à de ces peurs-là. C'est ça. Toi, tu parles de bientraitance, donc c'est en fait revoir un peu ce paradigme pour partir de ce qui est bon pour remonter, c'est ça? Mais en fait, c'est comment on se construit. C'est-à-dire, on est construit sur quel fondement? Les peurs sont normales, elles sont nécessaires aussi, elles permettent de nous protéger. Si je me promène dans la forêt et que je rencontre une bête que je ne connais pas, je peux avoir un état de sidération, je peux avoir un état de peur, ou alors d'attractivité. Ça, et donc, mais ça va être dû à quoi? À mes croyances et à mes représentations. Qu'est-ce qu'on m'a dit de la forêt? Qu'est-ce qu'on m'a dit des bestioles qui y habitent? Qu'est-ce que moi j'ai eu comme comportement par rapport à la menace? Est-ce que j'ai été menacée ou est-ce que j'ai construit ce qu'on appelle la sécurité affective ou la sécurité intérieure depuis le tout début de ma vie? Et quand je dis le tout début de ma vie, c'est déjà la vie intra-utérine, mais même dans les pensées de mes parents quand ils m'ont conçu, avec quelles pensées finalement ils m'ont conçu ou pas, dans l'inconscient ou dans la conscience, c'est-à-dire quel projet ils ont fait d'avoir un enfant. Et là, alors là, on pourrait parler des heures.
Ouais, j'imagine. Tu parlais de la bête dans la forêt et des différents comportements qu'on peut avoir. Ça se résume souvent alors en français, je m'immobilise, je combats ou je fuis. Comment est-ce que ça c'est prédéterminé et est-ce que ça se change ce comportement-là face à un danger ou à une peur? Alors moi, j'ai beaucoup de mal avec la prédétermination. Ouais, Je pense que tout se change ou tout se transforme. Je préfère le mot transformation que le mot changer, parce que changer, c'est un peu radical. Et je ne crois pas qu'on change comme ça. On change des comportements, on change des croyances, des représentations, mais ça prend du temps de changer. Parce que très souvent, avant qu'on se mette à changer ou à se transformer, il s'est passé beaucoup de, comment dire, de temps où on a intégré les choses d'une certaine manière, où on a pensé que c'était comme ça. Et en plus de ça, on ne se construit pas tout seul, on se construit dans les pensées des personnes avec qui on vit et d'où on vient. C'est-à-dire que combien de fois j'ai accompagné, par exemple, puisqu'on parle du sport de haut niveau, des athlètes qui euh, avaient des croyances, et quand je remonte, je dis, mais d'où tu sais ça? Comment tu sais cette chose-là? Comment tu as construit cette croyance-là? Qui était évidemment limitante, parce que des croyances peuvent, même si elles sont fausses, permettre de poser une assise puissante sur laquelle on va pouvoir justement avancer, à partir de laquelle on va pouvoir avancer. Donc les croyances, c'est pas l'idée, est-ce que c'est une mauvaise ou une fausse ou une bonne croyance, c'est est-ce qu'elle va me servir par rapport à mon objectif? Est-ce qu'elle va être bonne pour moi, cette croyance-là, en fait? Donc, et souvent, ces croyances-là étaient adossées justement à des mots d'ordre familiaux. Dans la famille, on pense comme ça. Dans la famille, on fait ci. Dans la famille, on fait pas ça. Et ça, nous en avons tous. Donc, c'est important aussi d'aller voir ces croyances et ces croyances qui ont généré des représentations. Par exemple, si on a vécu de la guerre, quelque chose de violent dans la guerre, il y a des personnes pour qui cette violence-là aura fait un énorme trauma. Pour d'autres, moins. Mais, ou alors, c'est pas le fait en lui-même, c'est la manière dont ça aura été parlé dans la famille qui créera le trauma aussi. Ça, on le voit bien si on regarde comment dire, les faits de la Shoah ou de toutes les guerres, c'est-à-dire c'est ceux qui l'ont vécu et comment ça a été parlé dans la famille et qu'est-ce que ça a donné comme idée. ouais. Mais ça, c'est pareil, on peut rester des heures sur les croyances et les représentations. Et on peut prendre l'exemple inverse des parents champions qui font un enfant champion. Parce que le cadre est là et puis l'enfant sait que c'est possible, donc il se dit bah, pourquoi pas moi quoi. Oui, alors là aussi, on peut en parler. Je vais y revenir. Je voulais juste rajouter sur les croyances et les représentations que aussi ça dépend évidemment de la culture dans laquelle on est. Si on est élevé en Mongolie ou si on est élevé en Italie, c'est pas du tout sur les mêmes socles, même s'il y a un socle, j'ai envie de dire, de l'espèce humaine sur la manière dont on se construit. Il y a aussi des psychologies qui sont menées différemment selon les cultures, les pays, les croyances, la spiritualité. Enfin, aussi, si on vit dans le froid, dans le très chaud, c'est pas Ouais, avoir les je mêmes comprends. représentations de l'effort, par exemple, et toutes ces choses-là, ou du soin. Bon. Et oui, par exemple, deux parents champions qui auraient un enfant, eh bien l'enfant peut aussi avoir le mot d'ordre de tu deviendras champion. Et peut-être il n'a pas envie d'être champion. Donc c'est pour ça que toujours revenir à l'individu et à son histoire propre, je n'aime pas les généralités trop, même s'il y a quelques généralités anthropologiques Ah ouais, je et comprends. psychiques. Et tout à l'heure, tu parlais des bonnes, des mauvaises croyances. Quid des fausses croyances qu'un entraîneur peut mettre dans la tête Ah, d'un jeune? Pas forcément pour réaliser son rêve, mais par exemple, je dis n'importe quoi, un jeune qui vient te voir en te disant voilà, moi je veux être champion olympique dans telle discipline. Euh, Est-ce que le rôle de l'entraîneur, c'est de dire la vérité à tout prix? Non, t'as pas les qualités, oublie. Ou est-ce que il le laisse dans le doute, se faire son idée et se prendre un mur parce que ce sera sûrement formateur pour lui dans sa vie d'adulte, etc. Ou est-ce qu'au contraire, il va lui dire non, mais tu peux être même double champion olympique, tu vas voir, t'es 1000 fois meilleur que les autres. Quel positionnement il faudrait avoir par rapport à ça? alors, je vais dire, ça dépend aussi dans quelle structure est l'entraîneur. Est-ce que l'entraîneur est l'entraîneur privé de l'athlète ou il est dans une fédé? Dans une fédé, ça va être vite réglé parce que évidemment, il doit remplir certains critères. S'il ne les remplit pas, il va avoir du mal à être sélectionné, par exemple. Donc déjà, lui promettre qu'il sera champion du monde alors même qu'il n'est pas sélectionné ou sélectionnable, ça, je veux dire, ça va s'arrêter dans le temps, cette histoire-là. Je pense que on ne sait jamais ce qui peut se produire,
Mais évidemment, si demain, toi ou moi, on se met à faire, je sais pas moi, du vélo sur piste et on n'a plus l'âge ou plus les qualités requises, c'est un gros mensonge. Et je pense que l'entraîneur doit pouvoir dire, bon, écoute, voilà les critères. Est-ce que tu penses que tu peux y arriver? Et puis aussi la responsabilité de l'entraîneur de se dire, bah, moi, je ne peux pas aller faire croire quelque chose comme ça, mais ça peut se dire d'une manière bienveillante, ça peut se dire d'une manière... Et après, s'il est dans le, comment dire, dans le vivier, mais ça, on ne sait jamais, dans le vivier de réserve, en fait, hein, il y a ceux qui sont sélectionnés, puis il y a toujours un vivier qui est important. Il est important, ce vivier, parce que les choses ne se résument pas. Alors, ça dépend des sports, parce que parfois, moi, je ne suis pas coach sportif, donc je ne peux pas en parler vraiment, mais j'ai quand même je fréquente quand même beaucoup de coachs. Certains disent que non, si on n'a pas les qualités physiques, ou en tout cas les valences, ça sera compliqué. Et donc, je pense que ça peut se dire, mais si on a un doute, alors il faut regarder que ça se passe peut-être sur un autre plan. Je pense aussi à certains athlètes à l'inverse qui ont toutes les qualités requises et pourtant ne performent pas à hauteur de ce qu'on pourrait espérer. Alors, d'où ça vient? C'est l'esprit ou c'est le corps? Euh, Si on se réfère aux Jeux Olympiques, très souvent on entend un esprit sain dans un corps sain. Et ce que les gens entendent la plupart du temps, c'est bon, il faut que l'esprit aille bien pour que le corps fonctionne. Mais en vérité, si on regarde par exemple les moines Shaolin, si on regarde la Grèce antique, le corps ne servait qu'à aguerrir l'esprit. C'était l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, le corps était au service d'un esprit qui devenait meilleur. Ça donne à réfléchir. Ouais, j'aime beaucoup cette analogie. Tout à l'heure, je sais plus quand tu parlais au début, j'avais pensé à l'exemple des moines Shaolin, mais je n'en avais pas parlé. Donc c'est assez rigolo que tu le sortes maintenant. Donc en fait, le corps ne serait que le véhicule de l'esprit. Et pour être un bon sportif, un bon entraîneur, il faut travailler finalement sur son esprit. Ben oui, son état d'esprit et son esprit. Son esprit, c'est très large. Donc, dans l'esprit, il y a le psychologique, il y a le mental, c'est-à-dire mes représentations, c'est-à-dire comment je me figure les choses et finalement comment je passe à l'action à partir de ce que je me figure. Et puis, il y a l'énergétique aussi, avec quelle énergie je fais les choses. Est-ce que j'ai une énergie plutôt paisible, mais aussi, sur l'énergie, c'est aussi, est-ce que j'ai une force vitale en moi? Est-ce que je suis plutôt quelqu'un de lymphatique? Enfin, il y a beaucoup de choses dans l'énergie, hein. Il y a le côté euh, énergie, comme on le voit dans le tai chi, dans la médecine chinoise, et puis il y a l'énergie, est-ce que je suis fatiguée, pas fatiguée? Voilà. Ouais. Mais il y a aussi mon énergie de l'esprit, c'est-à-dire le spirituel. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me porte? Qu'est-ce qui me fait me lever le matin? C'est quand même important. Et ça, c'est inhérent aux sportifs ou est-ce que nous, en tant qu'entraîneurs, on peut agir là-dessus Vis-à-vis du sportif, vis-à-vis du sportif? ben, agir là-dessus vis-à-vis de soi aussi. Ouais. C'est-à-dire, finalement, l'entraîneur aussi, qu'est-ce qui l'anime? Je me souviens d'un entraîneur, dans le très haut niveau, je ne citerai pas le sport, euh, parce que c'est un entraîneur connu, qui me dit euh, moi, j'ai engueulé le sportif, là, parce que je suis partie à l'autre bout du monde avec lui et qu'il n'a pas performé, donc je fais pas ça pour rien. Je me lève pas le matin pour qu'il fasse n'importe quoi. Et donc, moi, j'ai une femme, des enfants, j'ai pas envie de perdre mon temps. Et donc, il lui a balancé comme ça. Donc, je le prends à part et après, je lui dis, mais toi, tu es payé par une fédération, c'est ton métier. Est-ce que tu penses que c'est juste de lui faire peser le poids de ta déception par rapport à ça? Parce que finalement, tout le monde y est quelque chose, y est pour quelque chose, hein. Tout le monde y est pour quelque chose quand il y a de la performance, mais quand il n'y en a pas, tout le monde y est aussi pour quelque chose, le sportif compris, puisque c'est lui qui accomplit le geste, mais tous autour. Donc, est-ce que tu as le droit de lui faire peser que tu n'es pas avec ta femme, pas avec tes enfants, alors que tu es un entraîneur national? Encore plus quand il est, je veux dire, au service du domaine public, en fait, comment est-ce qu'il peut faire peser à un athlète et lui faire du chantage, en fait, alors que l'athlète va pas bien à ce moment-là? C'est-à-dire que c'est pas que l'athlète avait envie de ne pas performer, c'est qu'il était en manque de confiance, il doutait beaucoup, c'était compliqué pour lui. Et l'entraîneur, à ce moment-là, avait pris le leadership sur la dimension mentale en disant, c'est moi qui vais t'aider mentalement, sauf que c'est pas son métier.
Apparemment pas, vu comme il a réagi. Quelle est l'importance ou la part de l'entraîneur dans la préparation ou le coaching mental? Je pense que, alors, bon, ça dépend aussi de sa relation avec l'athlète. Si la relation est une relation de confiance construite d'une manière bienveillante, je pense que c'est de lui proposer aussi d'avoir un espace à lui en dehors Alors, il y a plusieurs dimensions. Soit la relation va aller sur un peu de l'intime, et là c'est toujours un petit peu dangereux, je trouve, parce que l'athlète très souvent, et les entraîneurs parfois ne se rendent pas compte, a besoin de se sentir admiré par l'entraîneur, a besoin d'aller chercher chez l'entraîneur quelque chose qui est, on fait équipe, on est là ensemble, et mais c'est pas le confident. Alors quand ça devient le confident, ça peut être dangereux. Euh, on peut se confier. Voilà, là, je me sens pas bien, il y a ça. Mais l'entraîneur, à ce moment-là, de mon point de vue, devrait l'envoyer, le diriger vers quelqu'un dont c'est le métier de recevoir l'information pour qu'elle soit traitée correctement. Euh, Après, il y a beaucoup d'entraîneurs, de plus en plus, qui demandent à être formés pour faire de la prépa mentale avec l'athlète. Je pense que ça, c'est une erreur. Bah, s'il a envie de devenir préparateur mental, ok. Mais dans ce cas, il ne fait que ça. Parce que ce que ne savent pas la plupart des entraîneurs, c'est que dans l'inconscient, être entraîneur et préparateur mental, ça crée des dommages. On ne va pas parler de ça maintenant parce que c'est vraiment un gros sujet. C'est deux métiers différents. Au même titre que celui qui s'occupe de la partie mentale et psychologique ne va pas aller entraîner sur le sport, parce que c'est un métier à part entière, avec une posture à part entière d'entraîneur et une posture d'accompagnateur de psychologique ou mental, qui est en dehors du terrain, même si ça peut se faire sur le terrain, mais qui est en dehors. Et nous, dans nos métiers, même si on travaille sur la performance, on ne... Comment dire, la manière dont on va accompagner est différente que la manière d'un entraîneur. Et c'est important que les deux places soient bien, bien différenciées. Parce que nous, on est là aussi pour accueillir tout ce qui ne va pas. Et on sait, quand on fait bien ce métier, que tout ce qui ne va pas est aussi tout ce qui va permettre d'être des leviers pour aller bien. Un entraîneur ne sait pas ça. Et s'il est préparateur mental, eh bien, comment il fait après pour passer d'une posture à une autre? De simplement être l'entraîneur qui va permettre à l'athlète de s'appuyer sur lui, sur les parties qui lui incombent. Et dans ce cas-là, il va transférer sur l'entraîneur d'autres choses, parce que dans nos métiers, l'athlète, enfin la personne, quelle qu'elle soit, athlète ou pas, transfère sur nous un tas de choses, et c'est dans le secret de la confidentialité du cabinet, en quelque sorte. C'est un endroit spécifique qu'il n'emmènera justement pas sur le terrain. Et ça doit être préservé. Je dépose ça là, je transfère ça là avec cette personne, on le modélise et on le travaille ensemble dans la séance, et il est libéré de ça normalement après pour pouvoir travailler avec l'entraîneur. Si les deux sont mélangés, bah, ça devient un gros bazar, en fait, Ouais. tout ça. Et est-ce que... Et en plus, l'entraîneur n'est pas formé souvent quand il est préparateur mental, pardon, je Ouais, coupe, vas-y, mais quand même vas-y. c'est important. Très rarement, déjà les préparateurs mentaux, c'est le cas aussi, n'ont pas travaillé sur eux-mêmes. Or, le premier travail qui est à faire quand on accompagne quelqu'un dans ce domaine, c'est d'avoir bien et longtemps travaillé sur soi et de continuer à le faire. Comment est-ce qu'on travaille sur soi? Ben, en thérapie. Ouais. On peut pas le faire sans aller voir quelqu'un? Non. Alors, oui, on peut lire. Alors, j'en connais beaucoup, hein. Ah non, mais j'ai lu, mais tu as jamais ressenti le besoin d'aller consulter quelqu'un? Non, non, je me suis formée tout seul, des modules en quelques semaines parfois, en un an, quand c'est le Graal. Mais ça suffit pas. Et de ne pas avoir travaillé ben, justement ce qui nous a entravés nous-mêmes, et personne n'y échappe, ce qu'on n'a pas compris dans son histoire, on va le transférer chez l'autre à un moment donné. C'est inévitable. Et on a besoin d'un miroir, de quelqu'un qui vient nous confronter au sens noble du terme, à nos limites, aussi à nos croyances, à nos propres représentations. Parce que comment faire traverser ça à quelqu'un d'autre si on ne l'a pas traversé soi-même dans la confrontation à l'autre? Et il n'y a que l'autre qui peut nous confronter. Parce que si c'est soi-même, je vais te donner un exemple un peu différent. Dans mon esprit, j'ai plein de pensées.
Je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Je suis avec toi là, mais je suis de l'autre côté, là, à 40 mètres d'ici, dans l'immeuble d'à côté. Je peux le penser. Tout ça n'est pas au principe de réalité. En revanche, si je devais, moi, physiquement le faire, impossible. Et ne serait-ce que j'ai une bonne idée dans la tête. Ben, quand je commence à écrire ma bonne idée, c'est une autre histoire. C'est de ça dont je parle. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans le fantasme dans nos esprits. Et notre esprit peut nous tromper beaucoup. Je ne dis pas cerveau, parce que cerveau, pour moi, c'est l'ordinateur qui sert l'esprit à certains endroits. Parce que l'esprit, c'est beaucoup plus que le cerveau. Et il est partout dans l'univers, il est partout autour de nous, il est dans notre corps, il est partout. Mais justement, on peut être trompé par tout ça, parce qu'on a plein de biais à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, avoir l'idée qu'on a bien réfléchi sur soi, c'est un énorme leurre, c'est le premier des grands biais contre nous. Enfin, il faut savoir penser contre nous-mêmes, en fait. Hein. Ouais, je suis complètement d'accord. Pendant des années, moi, je lisais beaucoup, je me renseignais, et j'avais l'impression d'être nickel. Enfin, l'impression, je me cachais, hein, mais... Et justement, j'ai fait l'essai. Alors, je ne pensais pas avoir de problème particulier. Essayer d'aller être suivi en psychothérapie. Et en fait, toutes les lectures, toutes les réflexions que j'avais eues, le travail d'introspection, etc., en fait, je voyais, c'était des blocs indépendants. Et d'avoir échangé avec quelqu'un qui m'a justement confronté aux bonnes choses et donné les bons liens, bah, en fait, ça m'a permis de rassembler ces trois pôles et de dire, bah, ok, maintenant, j'ai compris. Et donc, je peux passer à la suite. Alors, c'est jamais fini parce qu'il y a toujours des choses qui reviennent. Mais tu te dis, ok, maintenant, ça fonctionne mieux. Et bizarrement, dans ma relation aux autres, avec les sportifs, etc., je suis totalement relâché. Raph, il aime bien dire que je suis le inner peace. Alors, je suis en paix avec beaucoup de choses, tu vois. Et ma relation, justement, avec les objectifs des sportifs, elle est beaucoup plus libérée. Moi, dans ma tête, j'ai plus rien à prouver. Parce que voilà, j'ai compris justement qui j'étais, j'avais rassemblé ces différentes briques. Et maintenant, tout ce que je fais, c'est vraiment pour les autres. Et plus vivre moi à travers, ou, tu vois, même si j'avais l'impression d'être détaché, mais au final, tu vois, quand tu y réfléchis, je dis, ah ouais, mais comme ça, ce qu'il a réalisé lui, c'est quand même quelque chose qui me tenait à cœur et bon, j'ai un petit peu réalisé grâce à ça. Et maintenant, non, c'est son chemin et moi, je suis juste là pour essayer de baliser au mieux son chemin à lui, quoi. Donc, vraiment, aller faire des thérapies. Et puis en plus, maintenant, il y a des trucs qui sont remboursés, je crois. Oui, alors Voilà. après, chacun peut trouver les modalités et le Ouais, thérapeute qui lui convient. ça, c'est clair. Enfin, voilà, il y a différentes façons de travailler. Tu as dit un mot très important, ce sont les liens que l'on fait entre les choses. Et parfois, souvent on me dit, c'est incroyable, j'avais pas imaginé qu'il y avait ces liens-là. Et oui, c'est ça, en fait. Et tout à coup, c'est comme si le puzzle prenait une forme et qu'on voyait cette forme qui effectivement changera encore, se modifiera. Et puis la forme, on la regarde d'une certaine manière. Si je la regarde derrière, devant, sur les côtés, je la verrai différemment. Mais quand j'ai 20 ans, je regarde la forme d'une certaine manière. Quand j'en ai 40, d'une certaine manière. Quand j'en ai 60, 80. Et en fait, on est toujours... C'est-à-dire, comment dire, on ne voit que ce qu'on a envie de voir aussi. Donc, plus on fait ce travail-là et plus on élargit notre capacité à voir un peu mieux. Maintenant, je reviendrai sur ce que tu as dit, où je modulerai le fait qu'on est détaché ou dégagé des choses. Je pense qu'on l'est jamais vraiment. Et qu'on a bien le droit d'avoir aussi des enjeux, des objectifs. C'est pas du tout antinomique avec le fait de l'objectif de l'autre. En revanche, c'est de les calibrer qui est important. C'est-à-dire ce que, personnellement, en tout cas, je peux en parler, quand j'accompagne un sportif de haut niveau et qu'il performe au plus haut niveau, bien sûr, je suis ravie pour lui et j'ai beaucoup d'émotions pour lui, pour ce qu'il a réussi à faire et qu'il a eu le courage de travailler aussi cette dimension, parce que ça demande du courage de travailler cette dimension, on ne le dit pas assez. Et sinon, beaucoup plus de personnes, finalement, le feraient. Euh, Bon, après, il n'y a aussi pas que le courage, c'est aussi de savoir que finalement, c'est tellement aidant. Et c'est tellement soulageant, tu l'as dit. Hein. Le fait que l'enjeu, on a le droit d'avoir un enjeu, et c'est le calibrage, que quand, par exemple, je travaillais je peux citer Daniel, par exemple, j'étais heureuse pour lui, mais j'étais tellement aussi heureuse pour tout le travail que j'avais accompli avec lui, c'est-à-dire la part qui me revenait, d'avoir réussi à mettre ça en place, d'avoir réussi à équilibrer toute l'équipe autour de ça. Je me disais, bon,
Parfois, on sait ce qu'on fait, parfois, on ne sait pas toujours ce qu'on a fait. Enfin, je veux dire, c'est voilà, parce que c'est un métier d'humilité. Mais franchement, j'étais très contente. Mais je n'aurais jamais, je veux dire, quand il ne performait pas ou quand il y avait des moments un peu plus difficiles, il n'y avait pas de jugement. Il y avait dire, comment on va faire pour, parce qu'il a envie. Son but, c'est de performer pour l'aider même dans ces moments-là. Donc, en fait, c'est plutôt notre calibrage, mais on a bien le droit d'avoir des enjeux. En revanche, si moi, j'ai un enjeu de faire performer quelqu'un qui ne le veut pas, ou pas à ce niveau-là, ou pas de cette manière-là, là, je suis en disharmonie. Et justement, tu as parlé d'une chose qui est essentielle. Alors, deux choses, mais on va revenir déjà sur la première, c'est de ne pas juger. Et ça, c'est quelque Difficile. chose de difficile au départ. Oui. Ça se travaille. C'est-à-dire d'éviter de juger, Ouais, ça se travaille. Et donc, le premier matériau, c'est soi-même. Parce que nous, les humains, nous sommes des super procureurs de nous-mêmes. Hein. ça. Alors, on n'a jamais grâce à nos yeux, hein. C'est, enfin, la plupart du temps. Et même pour ceux qui me disent, non, mais moi, ça va, je ne me juge pas. Ah bon, on fait un petit exercice tout de suite. Parce que c'est pas que c'est dans la nature humaine, je ne le crois pas. Je crois que c'est dans notre, malheureusement, la manière dont on est éduqué. C'est ce sur quoi repose cette société, surtout occidentale, où on passe notre temps à nous juger, à nous comparer. Non, mais je suis complètement d'accord. Et la deuxième chose, les émotions. Oui. Quelle est la place de l'émotion dans le sport et la performance ou pas, hein, mais Quelle est dans la le sport de place manière générale. dans le sport de haut niveau? Mais quelle est la place dans le sport? Mais quelle est la place chez l'être humain? Le sportif est d'abord un être humain. Donc, qu'est-ce que c'est que l'émotion? Qu'est-ce que tu dirais, toi? Alors moi, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ça. Eh oui, je peux comprendre. Euh, j'ai pas de souci à en parler, et je pense que ça peut parler à pas mal de gens qui vont écouter. Je fais beaucoup de sport de combat, et la seule émotion que j'ai toujours ressentie jusqu'à il y a 2 ans, c'était seulement la colère. Alors moi, je m'en servais beaucoup comme moteur pour l'entraînement, pour plein de choses. Et à un moment donné, il se passait des choses dans ma vie qui a fait que cette colère, elle a vraiment diminué. Eh ben, j'étais devenu extrêmement nul en combat. Alors, je dis nul, c'est pas vrai, mais en fait, je n'arrivais plus à passer outre l'autre. C'est-à-dire qu'avant, s'il fallait que je casse un bras, bon, bah, malheureusement pour toi, je te casse le bras, quoi. Et arrivé à un stade où justement cette colère ça a commencé à s'apaiser, ben, je me mettais beaucoup plus à la place de l'autre. C'est le moment aussi où j'ai passé tous mes diplômes d'entraîneur, de prof, de judo, etc. Et en fait, j'ai switché un petit peu dans ma tête sur l'émotion où je me disais, bah, cette colère, elle commence à s'apaiser, mais j'étais très, pas dire amorphe, mais très stable, on va dire ça comme ça. Avec de temps en temps un petit pic de colère, hein, faut pas plaisanter. Et en fait, j'étais vraiment dans le transfert, la transmission, le partage. Et je m'en rendais pas compte, mais quand je transmettais, c'était une façon pour moi d'évacuer un petit peu cette colère-là. Et quand j'ai commencé à faire la thérapie, la deuxième séance, je crois, parce que moi, je lui ai dit, bon, par contre, j'ai pas que ça à faire, donc il faut me donner des Classique. exercices, il faut me donner des livres. Je venais de vendre ma salle, donc j'avais de l'argent et j'avais du temps. Je dis, voilà, j'ai une fenêtre de 3 à 6 mois, je sais pas encore exactement, avant de lancer Secret d'entraîneur, où je vais avoir le temps de bosser. Donne-moi tout ce qu'il faut faire. Donc j'avais beaucoup de lectures. Et un des exercices qu'il m'avait donné, c'était sur l'émotionnel. Et celui-là, je le conseille vraiment. Je pense que ça peut servir à absolument tout le monde. Il me disait, c'est quand la dernière fois que tu as été triste? J'ai dit, franchement, je sais pas quoi. Même le décès de certains proches et tout. J'étais un peu en colère parce que, ah, putain, je voulais lui parler de ci, ça, 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 je voulais ça. Que de la colère. Il me dit, ok, c'est quand la dernière fois que tu as été heureux? J'ai dit, bah, je sais pas si j'ai vraiment déjà été, tu vois. Alors, j'étais pas du tout dépressif, en tout cas, je pense pas. J'ai dit, mais heureux comme moi je le visualise, non, jamais. Il me dit, mais quand vous avez ouvert votre salle? J'ai dit, bah, en fait, ça me faisait chier parce qu'il y avait beaucoup de monde et que j'avais pas fini ma peinture. Limite, je me dis, mais vous vous rendez compte que je ne ressentais rien, en fait. Et pour lui, c'était un système de défense parce que comme je ne savais pas gérer, j'occultais absolument tout. Je le partage parce que je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Donc, son exercice, c'était de dire, ok, bah maintenant, sur ton téléphone, sur un cahier, n'importe quoi, dès que tu ressens quelque chose dans la journée qui te paraît bizarre, donc il faut déjà en prendre conscience, c'est pas évident, tu vas noter ce que tu ressens, quelles sont les pensées associées et est-ce que physiquement il se passe quelque chose.
Et pendant plusieurs semaines, je faisais ça et toutes les semaines, je disais, voilà, là, cette semaine, je crois que j'ai ressenti de la joie, ou de la colère, ou de la tristesse, de la mélancolie, de ci, de ça, de ça, de ça. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai pris conscience de ce qu'était l'émotion et de comment traiter l'info. Sauf qu'en fait, moi, je lui disais, voilà, j'ai ressenti ça, il y avait cette pensée, mais je sais pas quoi en faire, quoi. J'en fais quoi? Et donc, lui m'a accompagné, et ça, par contre, je pense que c'est personnel, sur comment essayer de gérer ces choses-là et comment moi je le sentais, comment je jugeais cette émotion aussi, c'est important. Et donc, voilà. Et en fait, quand j'ai commencé à être plus à l'aise avec ça, déjà d'en parler, c'est vraiment que je suis beaucoup plus à l'aise. Et en fait, tu te rends compte que dans ton entraînement, ça peut t'apporter beaucoup plus d'empathie, de compréhension de l'autre de manière générale, pas que sur le côté émotionnel. Et donc, dans la prise en charge que je propose, ben, il y a eu une énorme évolution. C'est-à-dire que, je fais n'importe quoi. Euh, Avant, si j'avais un boxeur qui venait me dire, Julien, je suis cramé aujourd'hui, je dis, ouais, c'est bien, mais à un moment donné, tu fais des sports de combat, mon gars, donc t'y vas. Aujourd'hui, je vais avoir un peu plus de recul et dire, ok, pourquoi est-ce qu'il vient me dire ça? Qu'est-ce qu'il a fait en amont? Et vraiment essayer d'être beaucoup plus analytique et de me mettre à la place de la personne et dire, ok, aujourd'hui, on va adapter ou pas, parce que ça dépendra des phases et de ce que je veux atteindre justement dans l'état d'esprit. Mais au moins, j'ai cette analyse-là et maintenant, je le fais en conscience et pas de manière automatique, on fait ça. Tu vois, tu viens de répondre à la question de, en tant qu'entraîneur, sur cette dimension-là, comment je peux me positionner? Ben voilà, ça, c'est super important, parce que tu vas donc devenir un meilleur entraîneur. On espère. Oui, mais déjà un meilleur entraîneur, parce que tu vas te calibrer à la matière qu'est l'athlète, et pas à ce que toi, tu veux imposer dans ton... C'est ta croyance à toi, mais qui n'est pas réalisée par toi. Ouais, Donc, carrément. voilà, et donc là, c'est rien que pour ça, c'est super. Et puis pour ta vie, je suppose. Ouais, complètement, complètement. Et une chose aussi, c'est de prendre conscience que la colère, la tristesse ou n'importe quelle autre émotion peut être complètement perçue différemment par les sportifs. C'est-à-dire que moi, j'avais des sportifs qui, en compétition, alors je l'analyse maintenant, à l'époque, j'avais pas forcément les billes, même si je comprenais, mais je l'utilisais pas assez. Il y a des sportifs qui vont avoir besoin d'être extrêmement joyeux juste avant. Donc tu vas les voir, casque sur les oreilles, ils sont en train de danser, ils sont trop Ouais. bien. D'autres, ils ont besoin de se mettre des claques. D'autres, ils ont besoin de se dire putain, j'étais abandonné quand j'étais gamin et ça, c'est mon moteur, tu vois. Une forme de tristesse, un peu mélangée à la colère. Enfin, voilà. Et chacun, en fait, va avoir son cocktail d'émotions pour être performant. Et nous, en tant qu'entraîneur, il faut savoir que ben, si mon gars, il a besoin, ou la fille que j'entraîne, a besoin d'être joyeux avant la compétition, ben, peut-être que je vais pas aller lui dire allez, allez, à fond, nanana. Peut-être que je vais lui raconter une blague. Les autres vont se dire, mais attends, il combat dans une minute, il lui raconte des blagues, mais il est con. Bah ouais, mais peut-être parce que le sportif, lui, la joie, c'est son moteur pour être meilleur combattant ou meilleur sportif, hein. Bien sûr, on peut élargir le socle. Et donc, si tu prends conscience de ces émotions-là et de la façon dont ton sportif va analyser ça, alors je ne suis pas psychologue, hein, je ne suis pas prépa mental, Mais ça, c'est ce que le rôle mais de quelqu'un comme moi peut faire auprès d'une équipe avec un complètement. entraîneur aussi. Et du coup, c'est, ok, quelles associations mon sportif fait à chaque émotion et comment est-ce que je le prépare au mieux, émotionnellement parlant, pour qu'il puisse performer. Alors l'émotion, c'est quoi? C'est un stimuli rapide qui se passe dans le corps. C'est pas une histoire. Alors que ça crée tout un système hormonal, oui, mais c'est pas. C'est quelque chose qui se passe. D'un côté, c'est quelque chose qui se passe et qui crée un ressenti, puis un sentiment, puis une pensée adossée à une représentation, à une croyance. C'est un système comme ça. Mais c'est dans l'autre sens en même temps et parfois les deux en même temps. C'est-à-dire que la croyance de quelque chose va créer une émotion. Je crois que je suis moins fort que mon adversaire, je commence à avoir peur, par exemple. Ou les conditions météo sont pas bonnes, je vais devoir aller sur une piste sous la pluie avec la boue, j'ai pas envie. Pardon, je pense en VTT descente. Alors que il faisait beau juste avant, on savait que la météo était... et que ça génère de la colère ou de l'agacement. Donc on voit bien que ça va dans les deux sens. Le contexte aussi crée. Donc cette émotion, elle est toujours adossée aussi. Alors elle est adossée à ces deux systèmes, mais elle est aussi adossée à comment justement je juge une émotion.
Parce que souvent, alors moi c'est un truc, c'est aussi personnel, et je le prends complètement à mon compte, je déteste personnellement le négatif ou le positif. Cette idée que les choses sont positives, les choses sont négatives, qu'est-ce qui serait adossé à c'est bien, c'est mal, il y a qu'à, il faut, je dois, tout ça, non. L'idée c'est, mais qu'est-ce que j'en fais? À quoi ça me sert? Pourquoi c'est là? Donc trouver le sens, le process par lequel ça arrive, et aussi que ça a toujours une utilité bizarrement. C'est-à-dire que si je veux pas me lever le matin, il y a peut-être une raison. Et cette raison, c'est pas juste j'ai la flemme, il fait moche et tout. C'est que j'ai une énergie à laquelle j'ai pas fait attention. Mais elle n'est pas là maintenant, elle est en effet retard. Et en fait, les émotions ne sont pas que des choses instantanées, elles sont aussi liées à tout un process d'effet retard, de non-attention à l'état dans lequel j'étais et de ce qui m'est arrivé. Je donne un exemple. Tu as une relation avec un pote et puis il t'agace de temps en temps, mais tu décides de rester low profile, enfin en énergie basse. Tu restes, voilà, tant pis, c'est pas grave. Mais à un moment donné, c'est trop, et tu n'as pas vu que la coupe était pleine. Et là, tu exploses. Lui, il comprend rien parce que pendant 3 semaines, tu l'as écouté sans moufter. Et là, tout à coup, tu l'engueules. Donc, tu vois, il y a quelque chose comme ça qui se passe. Donc, c'est aussi la vigilance à dans quel contexte je suis, qu'est-ce qui se passe pour moi, est-ce que je suis d'accord avec ça, si je ne suis pas d'accord avec ça, mais pourquoi? Et tout ça, ça se travaille. Et c'est pour ça que... Mais après, si je suis en colère, tu l'as dit, la colère pouvait être un moteur, parfois elle ne l'est pas, mais quel type de colère? Parce que c'est ça aussi. C'est pas l'idée, la colère ou la joie ou être heureux. Tout à l'heure, j'avais envie de te poser la question, mais être heureux pour toi ou pour moi, ce ne sera pas la même chose. Complètement. Peut-être que toi, le être heureux est une illusion, ton être heureux à toi. Et peut-être qu'on peut t'aider à trouver être heureux dans quelque chose qu'en fait tu vis, mais que tu ne reconnais pas comme être heureux. Et tu vois, c'est encore une fois, je vais agacer peut-être en disant, mais toujours tout est très complexe et très individuel. Donc la colère, il y a des bonnes colères et il y a des colères qui ont sauvé le monde. Il y a des colères qui t'écrasent. Il y a des tristesses. Attention, à éviter de confondre avec mélancolie. La mélancolie, c'est le fait de ressasser la tristesse. La tristesse, c'est pas être dépressif. C'est pas parce que je suis triste que je vais mal. J'ai le droit d'être triste. J'ai le droit aussi de ne pas aller bien. Mais ne pas aller bien va me donner des billes pour aller mieux, plutôt que de me dire j'ai pas le droit d'aller bien. Et ça dans le sport, très fréquent. J'ai pas le droit d'aller mal. Si je suis trop joyeux, tu l'as dit, est-ce que j'ai le droit? Je dois être très sérieux. Non, tu peux être joyeux. Attention à la joie. Est-ce qu'elle est exubérante? Est-ce qu'elle est pondérée? Est-ce qu'elle est adaptée au moment? Tu disais tout à l'heure, je vais faire une blague. Est-ce que la blague est adaptée? Parce que tu peux faire une blague, mais attention, de quoi on parle? Parce qu'un mot peut déclencher, ça j'en ai pas parlé, mais les mots, c'est une vibration. Les mots, c'est une culture. Colère pour toi, pour moi, eh bien, on ne va pas avoir les mêmes représentations derrière la colère. Donc, tu vois, c'est aussi la manière dont je communique avec l'autre. Est-ce que j'ai compris son vocabulaire et son univers métaphorique? Parce que les mots, ce sont des métaphores aussi. C'est-à-dire, elles nous renvoient à plein d'images, plein de scènes, plein d'histoires de nos vies. Donc, tout ça, c'est être attentif. Donc, on voit bien, quand je raconte ça, si on regarde bien, que c'est un monde sans fin. Et donc, c'est pour ça que, de mon point de vue, on ne peut pas éviter ce travail-là. C'est pas parce que je suis thérapeute. Si demain, je l'étais plus, je le penserais quand même. Je veux dire, je l'ai toujours pensé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter le travail sur l'esprit, alors que c'est celui qu'on évite le plus. Jamais personne ne penserait que pour devenir un expert dans son domaine, quel qu'il soit, on aurait à travailler... Enfin, tout le monde pense que travailler son corps, travailler la technique, la tactique, tout ça, c'est évidemment. Mais travailler son esprit, ça paraît pas une évidence. Alors que pour moi, c'est une totale évidence. Tout est pour l'esprit. C'est-à-dire que si l'esprit n'est pas adéquat, il va y avoir ça va riper à un moment donné. Bien sûr. Et bien sûr que ça ripera. Et en même temps, quand ça ripera, malgré le travail, c'est nécessaire, c'est important, parce que c'est aussi là-dessus qu'on évolue et qu'on monte en grade sur le domaine de l'esprit. J'ai toujours cette petite histoire que j'avais écoutée. J'étais à New York, je regardais la télévision, une chaîne spirituelle, et donc je vois une interview d'un moine auprès du Dalai Lama. Bon, bref. Et lui, c'était un ancien journaliste
euh, enfin un ancien commentateur du foot. Je ne sais pas si je t'ai déjà raconté cette histoire. Ça me dit rien, celle-là. Voilà. Et donc il l'interviewe, il dit maintenant vous vivez au Tibet, vous venez de temps en temps faire des sessions aux États-Unis pour former justement à la méditation, mais vous étiez connu pour être quelqu'un de très colérique. Elle dit ah non mais la colère c'est fini pour moi, je suis plus du tout là-dedans. Et le journaliste dit rien, mais je sens qu'il va se passer quelque chose. Et donc il l'interviewe pendant 1 heure et à chaque fois il monte en grade en lui disant mais vous étiez pour cette équipe, vous vous souvenez, vous étiez. Mais pourquoi vous me parlez de foot encore? Ça me concerne plus. Et puis il le titille comme ça au moins 10, 20 fois d'affilée, jusqu'au moment où l'autre explose. Il dit ah bah alors la colère c'est encore là. Ce que je veux dire, c'est que ça dépend du contexte et que c'est évidemment plus facile d'être zen, en quelque sorte, dans des grands rituels quotidiens que d'être confronté à aller dans une grande ville, de marcher dans la ville, de se confronter à plein de personnes. Ça demande, c'est un travail profond, ça demande une autre sorte de travail. Ce que je veux dire, c'est que le contexte aussi va jouer sur nos émotions et que donc c'est une veille permanente parce que nous ne sommes que des humains. Ouais, je comprends bien. Donc, c'est super intéressant. Et toi, ton rôle quand tu vas encadrer justement un staff, une équipe, c'est quoi précisément sur ce versant-là émotif, émotionnel, pardon. Alors c'est un travail, ça dépend. Si par exemple on part pour une Olympiade, c'est un travail de vigilance permanent, d'observation de ma part. Alors quand c'est quelque chose qui fait partie de ma mission. Quand ça ne fait pas partie de ma mission, je suis vigilante. À ce moment-là, j'alerte le sélectionneur ou le head coach ou l'entraîneur sur ce qui est en train de se passer dans l'équipe. Mais c'est à titre, informatif en fait. Mais en revanche, quand je suis mandatée, comme ça a été le cas au BMX, là pour le triplé olympique par exemple, l'idée c'était vraiment pendant ces années de préparation de créer ce qu'on appelle l'homéostasie de l'équipe, d'être en vigilance sur justement dans la vie privée, dans la vie professionnelle, est-ce que ça va bien, est-ce que ça va pas bien. On faisait des réunions de staff régulières pour justement faire des exercices, pour parler entre nous, parler aussi des sportifs, comment chacun se représentait les sportifs, par exemple, entre l'ostéo, le kiné, l'ostéo, le préparateur physique, les entraîneurs font les deux, mais au BMX, mais le médecin, dans quel état il était, comment il percevait des athlètes, est-ce que on avait tous, c'était intéressant de partager nos visions de notre place d'être humain, mais aussi de notre place de professionnel. Et voilà, on a fait plein d'exercices comme ça pendant 3 ans, ce qui nous a permis d'être presque, enfin, je veux dire, de faire un noyau assez cohérent pour être soutien de l'équipe dans plein de détails qui ne se voient pas, dans plein de choses qui ne se voient pas, mais qui contribuent à être performant, en fait, à être une équipe performante. Et toi, tu es là pour créer en fait une cohérence et une cohésion dans l'équipe. Et une compréhension des enjeux, de ce qui se passe pour chacun, plus de ce qui se passe pour l'équipe, de réguler, justement, d'inviter à travailler certaines... voilà, tu te représentes comme ça, ou la manière de parler, ou la manière de se comporter, ou il y a tellement de choses qui sont à réguler dans une équipe. J'ai envie de passer à un tout autre sujet, même si on pourrait parler de ça pendant des heures. C'est sur les faits de violence. C'est quelque chose sur lequel toi, tu es assez averti. Moi aussi, j'essaye. Comment ça se passe et est-ce que toi, tu as moyen de détecter un sportif qui a vécu ça? Qui a vécu des violences? Ouais. Oui. Alors, violence, il y a toutes sortes de violences. Moi, j'appelle ça des abus d'autorité. C'est-à-dire que alors, l'athlète peut aussi faire de la violence vis-à-vis d'autres athlètes, il faut le dire aussi, parce que ça, je l'ai vu aussi. C'est-à-dire des menaces dans les équipes. Hein. Donc, je dirais qu'il y en a énormément, mais qu'elles ne sont pas considérées comme telles, forcément. Si je suis entraîneur et que j'ai des gestes physiques ou des abus sexuels ou vraiment des mots très violents, je vais dire que je vais pouvoir quand même repérer que là, il y a de la violence. Les autres vont pouvoir repérer qu'il y a de la violence, mais il y a plein d'autres formes de violence qui ne sont pas repérables. Parce que c'est une question aussi de culture, d'éducation, de conscience. Mais même, il y a quand même moi, j'ai quand même vu pas mal d'entraîneurs traiter mal les athlètes
Et là, avec des mots assez violents, et personne ne réagissait autour. Tout le monde trouvait ça normal, presque. Ça faisait partie, on va dire, de l'aura, entre guillemets, de l'entraîneur. Euh, Presque c'était drôle, sauf que presque les athlètes l'acceptaient en se disant, bon, bah, j'ai choisi cet entraîneur, ou je ne l'ai pas choisi, mais c'est un bon entraîneur, donc ça fait partie de son univers, et pourvu que finalement je performe au bout, mais qui se retrouvait dans des états contre-performants. Donc c'est un gros sujet, parce que souvent les fédérations passent ça sous le tapis quand même. C'est-à-dire qu'il y a des cas où ça sort, de plus en plus, mais il y a tellement de cas où moi on m'a demandé de fermer les yeux. Et non. Donc on le voit très vite. Hein. Moi en tout cas je le vois même physiquement. Je le vois tout de suite quand il y a quelque chose qui ne va pas. Dans les mots que la personne emploie quand on fait un petit peu un état des lieux. Et puis simplement dans la relation. On le voit dans la relation. Ouais. Et je vais être très provocateur, mais est-ce qu'il n'y a pas besoin de violence pour performer? C'est une bonne question. Est-ce que la violence est inévitable pour l'être humain? J'ai plutôt envie de le prendre sous cet angle. J'ai presque envie de dire que ce qui est violent pour toi ne le sera peut-être pas pour moi. Donc c'est encore une fois un sujet individuel de la violence. Mais quand même, il y a une formation des entraîneurs à faire alors, de manière, à mon avis, importante sur la posture de l'entraîneur. Parce que ça, on pourrait quand même éviter. Il y a des violences inutiles, des violences qui ne sont pas nécessaires. Maintenant, le fait de se forcer tous les jours, d'aller dans l'espace de soi, d'être dans la discipline, c'est une forme de violence. Comme je l'ai dit au début de notre entretien, le fait d'aller chercher la performance dans le sport de haut niveau, d'aller chercher, de pousser son corps à l'extrême, c'est de la violence. Mais quand elle est choisie et qu'elle est travaillée comme une violence nécessaire, en quelque sorte, pour la performance, et qu'elle est conscientisée, déjà, elle prend une autre forme en termes de violence. Mais quand la violence, c'est pousser l'entraînement à un moment donné où l'athlète va pas bien et que l'entraîneur dit bah, « écoute, t'as pas le choix, tu dois le faire », c'est contre-performant parce qu'il va y avoir un effet retard de la violence en boomerang, c'est-à-dire une perte d'énergie et une contre-performance qui va suivre. C'est plus intéressant à ce moment-là de se poser la question de comment on peut faire pour faire remonter l'athlète dans son effort et dans sa capacité de se mobiliser physiquement. C'est beaucoup plus intéressant. Et là effectivement, on n'est plus dans la violence, on est dans l'accueil de l'autre en se disant comment on va l'aider à retrouver le chemin de l'athlétisation, en fait. Et ça me fait penser à un exemple quand j'étais sur le pôle en judo. On a un sportif qui... donc on avait des sessions de stage au sein même du pôle pendant les vacances scolaires, une semaine sur 2. Et un jeune ne se présente pas à l'entraînement. En fait, il était en train de flirter avec sa copine dans l'internat. Sa copine s'est introduite. Bref, il se reconnaîtra si jamais il écoute. Peut-être beaucoup se reconnaîtront. Ouais. Et en fait, l'entraîneur vient me voir, il me dit il est où? Je dis bah, je sais pas. On part à sa recherche. On le trouve. Alors, je fais la version très courte, mais bref. On le trouve. Enfin, c'est pas moi, c'est l'entraîneur qui le trouve. L'amène sur le tapis, énervé comme pas possible, en lui disant aujourd'hui, ça va être ta fête, quoi. Et le jeune subit ce qu'on appelle en judo un tate. Alors, tu restes au milieu et toutes les minutes, on t'envoie quelqu'un de frais qui est là pour te casser la figure, quoi. Et donc, il fait ça pendant plus d'une heure et demie. Donc, très, 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 très long, très dur. Il est à l'agonie. Et à la fin de la séance, il vient me voir, l'entraîneur, il me dit tu fais un circuit, je veux qu'il crève, quoi. Et moi, je dis ok, alors c'est pas trop dans mes habitudes. Je fais un circuit avec des repos, des trucs, nanana. Il me dit tu multiplies tout par 2, tu mets en place et on oublie les temps de repos. Je dis fais-le, moi je le fais pas, tu vois. Et je suis quand même resté voir. Parce que dans ma tête, le circuit était impossible à faire. Ah oui, ok. Et en fait, un garçon qui avait des énormes qualités, que ce soit en termes de judo ou physiquement, qui était incroyable, fait je sais plus combien de tours à faire des hurlements vraiment à l'agonie, quoi. Je m'en vais, je sais que l'entraîneur a une discussion avec lui derrière. Et en fait, au lieu que ça le coule, ça l'a fait monter à un niveau stratosphérique parce qu'il a pris conscience déjà qu'il faisait des conneries et que physiquement, il était capable de faire bien plus que ce qu'il pensait. Et vraiment, ça l'a fait exploser. Donc, d'où ma question, c'est
Est-ce que finalement la violence dans certains cas, ça n'a pas pour effet de faire augmenter drastiquement le niveau chez la personne plutôt que d'avoir une contre-perf comme tu disais avant? C'est toujours une question d'individu. Mais quel est l'effet retard après? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il est advenu pour lui après? Alors, cette année-là, il fait champion de France, il monte sur l'INSEP, et en fait, c'est quelqu'un qui a besoin de cadre, pas assez cadré sur l'INSEP. Il découvre les filles, il découvre les chichas, Voilà. Ça aurait été et je sais qu'il est là-dessus. Voilà, ça aurait été intéressant pour lui d'avoir une conversation plutôt avec l'entraîneur. Je ne sais pas s'il avait un psychologue ou quelqu'un autour de lui. Pas que je sache. Mais en tout cas, l'entraîneur aurait été capable de faire ça normalement, de pouvoir parler avec lui en disant, OK, j'aurais envie de faire ça, ça, ça physiquement, donc on va le faire, mais dans un cadre où, où il explique qu'il va lui faire chercher de la discipline et de décorréler l'événement avec la copine en disant, bon, OK, là, tu as visiblement, ça a été plus important pour toi à ce moment-là d'être avec ta copine plutôt que d'être à l'heure à l'entraînement. Est-ce que tu veux qu'on parle de ce sujet? Est-ce que tu as besoin de parler de ce sujet? Alors que tes objectifs, c'est d'être un sportif de haut niveau. Donc, est-ce que tu prends... C'est lui faire prendre conscience, parce que ça aurait permis aussi d'ouvrir l'intérêt accru qu'il avait pour ce sujet, c'est un être humain. Qu'est-ce qui se passe pour lui à ce moment-là, alors qu'il a un autre objectif qui est qui ne vont pas ensemble, puisqu'on voit qu'après tu dis bon, finalement il est tombé là-dedans. Donc c'était un signal faible qui n'a pas été vu, qui a été considéré comme une connerie. Mais est-ce que c'est une connerie? C'est un jugement de valeur. Est-ce que c'est une connerie? Ou s'il fait ça, c'est Ouais, que oui, c'est perçu comme une connerie, mais il y avait peut-être du sens pour lui de faire ça. La preuve, c'est qu'il y revient plus tard. C'est pour ça que je dis quel est l'effet retard, tu vois. Et sur le moment, ça l'a fait performer parce que pour plein de raisons que je ne connais pas, parce que je connais pas la personne. Donc pour moi, je parle dans le vide. Donc je préfère pas aller plus loin là-dessus. Mais comme c'est fait d'une manière brutale et violente, si ça n'est pas accompagné, c'est encore une fois donner du sens à la violence, donner du sens à ce qui se passe pour que tout soit à peu près à l'équilibre. Alors là, on voit que ça n'est pas à l'équilibre. Ouais. Parce qu'en fait, rien n'a été parlé de ça, de ce qu'il avait fait. Alors, je sais qu'il y a eu une discussion après, mais je n'étais pas là pour Et oui, y mais assister. est-ce que c'est son métier? Est-ce que voilà? Et est-ce qu'il l'a pas renvoyé? Et quand il a commencé à dévier complètement là-dessus, c'est ce que je comprends. Est-ce que ça a été parlé? Et puis après, c'est peut-être pas. Il pouvait avoir toutes les qualités du monde. C'était peut-être pas l'objectif principal. Encore une fois, Ça, je le crois. il faut comment dire, accepter, mais aussi consentir. Et ça, c'est un mot qu'on n'emploie jamais dans le sport de haut niveau. Consentir à ce que ça demande comme sacrifice. Parce que quand on dit... c'est du sacrifice. Combien d'athlètes me disent, mais moi, j'ai pas vécu mon adolescence, j'ai pas vécu ça. Oui, ils l'ont choisi, pas choisi, en conscience, inconsciemment. Mais oui, le résultat, c'est que oui, il y a... quand on est mais un chercheur, n'importe qui est passionné, qui veut obtenir un objectif dans quelque chose, il renonce à plein d'autres choses. C'est un principe. Et voilà, quand je parlais tout à l'heure de... J'aime pas trop le mot éducation, mais le mot élevage au sens noble du terme, c'est-à-dire élever son esprit, c'est aussi prendre conscience de ce à quoi on renonce. Et en fait, quand on est dans la performance ou dans le dépassement de soi ou dans un objectif, on peut pas tout avoir. Ça n'existe pas sur Terre, ça. Forcément, on renonce. Et renoncer, c'est grandir. Grandir à l'intérieur de soi, comme personne. Je citais le moine Shaolin, mais c'est quelque chose qu'on apprend dans l'éducation depuis tout petit. C'est pas juste tu fais ça, tu fais ça. Mais ça, c'est aussi renoncer à cette autre vie-là. Peut-être momentanément, peut-être pour un temps limité, ou peut-être pour toute la vie. Mais ce sont des renoncements. On ne peut pas tout avoir. J'adore. Oui, effectivement. Et ce qui pose une problématique, c'est sur les sélections des jeunes. Quand tu as des jeunes qui vont rentrer en pôle espoir, en pôle France, souvent ils sont un peu lancés dans une machine, ils ont fait un peu de compétition parce qu'on leur a proposé. Bon, ils gagnent, c'est cool, donc ils continuent le process sans trop savoir où ça va les mener. Moi, ce que je voyais sur les jeunes, c'était assez flagrant. Si tu es encore bon en pôle espoir, tu vas performer, ben là tu te retrouves en pôle France. Et tu te dis merde, bon, je suis là-dedans. Et puis tout le monde fait ça. Donc tu suis un petit peu ce moule. Jusqu'au jour où tu te dis mais merde, mais j'ai pas forcément envie de ça, quoi. Alors tu en as quelques-uns qui ne voient pas ça comme un renoncement, mais c'est normal pour eux de ne pas sortir, de pas truc, et qui le vivent très bien. Et d'autres, c'est vraiment problématique.
Comment est-ce que dans les sélections, on pourrait essayer d'améliorer le process, d'après toi? Ben, moi, j'avais proposé dans plusieurs, justement, dans ce cadre-là que tu cites, et ça, c'est une vérité. Combien de fois à l'adolescence, 15, 16 ans, des arrêts de projets brutaux, les gens ne comprennent pas, mais c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire une inconscience finalement de ce qu'ils étaient en train de faire. Ils sont bons dans cette tranche-là qui va se corser par la suite, hein, tu le sais très bien, ça se corse. Et puis il y a la concurrence qui n'est plus que dans ces pôles. La concurrence est internationale, nationale, puis internationale. Et là, elle peut être violente. Dans certains sports, elle peut être extrêmement violente parce que les modalités par lesquelles les athlètes passent sont différentes aussi. Il y en a pour qui c'est de la survie pure, hein. C'est-à-dire que c'est aussi le seul moyen socialement de s'en sortir. Donc quand ils sont confrontés à des Français très protégés, ça aussi, ça peut être compliqué. Donc, c'est d'avoir des entretiens, justement. Moi, c'est ce que je voulais mettre en place, c'est des entretiens réguliers pour voir justement où en est l'athlète, ce qui se passe pour lui, ce qui se passe avec les parents, parce que j'ai souvent vu aussi des parents dire, oui, mais moi, je vois plus mon enfant, c'est problématique, qui finalement n'arrive pas à lâcher l'enfant. Enfin, j'émets aucun jugement là-dessus, mais différentes situations qui font que ça devient des parents qui lâchent tout projet personnel pour s'occuper que de leur enfant, qui pourtant est pris en charge par un projet fédéral. Donc là aussi, ça devient compliqué pour l'enfant qui se sent le poids, finalement, même si c'est pas forcément conscient, tout tourne autour de lui. Donc, comment je peux arrêter ça si j'ai envie d'arrêter? Enfin, donc c'est et puis aussi, j'ai vu à l'inverse des jeunes laissés pour compte, qui ne sont pas pris, mais qui, eux, auraient été extrêmement performants parce que leur modalité justement de progrès ou de performance se fait dans un autre cadre que très cadré. Enfin, je veux dire, sont capables d'aller chercher d'une manière indépendante Et les compétences qui les feront évoluer. oui, exactement, ou des leviers qui vont les faire évoluer. Et je trouve qu'on est un peu trop dans ça doit être comme ci, ça doit être comme ça. Et même si certaines choses changent, je pense justement à une médaillée d'or dans le kayak qui a choisi, elle, de faire autrement que le projet qu'on lui proposait et qui a été médaillée d'or. Et qui est persuadée que si elle n'avait pas fait ça dans ses modalités à elle, n'aurait jamais été médaillée d'or, par exemple. Et ça, c'est vrai. Donc, je pense que ça évolue, mais on n'est pas encore assez dans... Mais cette personne-là, qui est-elle? Et on s'étonne que la personne abandonne. Mais j'ai aussi vu une athlète qui était une jeune, par exemple, qui s'épuisait dans le pôle espoir parce qu'elle ne remplissait plus les critères. Pourquoi? Parce qu'elle était intéressée par d'autres choses, un peu comme l'athlète dont tu parlais tout à l'heure. Et moi, j'y ai perçu quelque chose qui était, comment dire, une problématique familiale qui ne lui permettait pas d'évoluer et qu'il fallait traiter cette problématique familiale. La psy référente du sport à ce moment-là n'était pas capée pour traiter ça, parce que pour ça, il faut travailler le transgénérationnel. Et en quelques séances, ça aurait pu être réglé. On ne m'a pas permis, moi, d'accéder à ça, qui aurait pu permettre, peut-être, on ne sait pas, parce qu'on ne sait jamais, à cet athlète de continuer, qui avait quand même beaucoup de compétences, de retrouver du bien-être et de continuer. Peut-être ça n'aurait rien donné, mais qui peut dire que quelqu'un qui a 12, 13, 14 ans, 15 ans va faire une carrière de sportif de haut niveau? Parce que même s'il est le plus doué, ou peut-être pas si doué que ça, parce qu'il faut tellement de paramètres pour être à très haut niveau, qui ne sont pas d'ordre technique ou physique seulement. Alors voilà, qui peut le dire? Mais on pourrait garantir des choses un peu plus intéressantes si on réfléchissait mieux stratégiquement à l'accompagnement des jeunes et si surtout on comprenait mieux comment fonctionne un enfant et un adolescent. Et ça, il y a du boulot. Comment est-ce qu'un entraîneur qui a envie de comprendre comment fonctionne un enfant et adolescent peut faire? Déjà, il peut soit suivre des formations qui peuvent exister là-dessus, soit lui-même se cultiver sur le sujet, se renseigner, parler, échanger avec des personnes psy ou coach spécialistes qui ont l'habitude. Enfin, il a beaucoup quand même de ressources par lesquelles il peut s'informer. Et puis, encore une fois, je reviens, travailler sur sa propre adolescence, sa propre enfance. C'est finalement le plus important. C'est finalement le plus important. Et ça évite de faire un transfert. Ouais. C'est intéressant le transfert. Tu peux approfondir le sujet? Mais oui, si par exemple j'ai oublié... Moi, je me souviens quand je me suis beaucoup occupée de groupes d'adolescents. Alors, à Villiers-le-Bel,
dans ce qu'on appelle les cités, donc là, multiculturelles, mais aussi dans le sport de haut niveau et aussi dans le monde de l'éducation. Et je me souviens d'un jeune que je cite souvent, mais il y en avait beaucoup, mais celui-là est très emblématique. Il avait 14 ans, il me disait, bon, c'est très bien tout ce que tu nous racontes, Francisca, là, tout ce qu'on apprend avec toi, mais nos parents le savent. Mais je lui dis, probablement peut-être pas. Qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, bah non, s'ils savaient, ça se saurait. Ils ont oublié qu'ils ont été des adolescents. Il avait tout dit. C'est-à-dire qu'en fait, les parents agissaient, la plupart des parents, parce que c'est quand même intéressant de voir ça aussi sous cet angle-là, la plupart des parents oublient qu'ils ont été des ados. Et moi, combien de pères m'ont dit, parce que quand je travaille avec les jeunes ados, je ne parle pas des ados qui ont au-delà de 16 ans, au-delà de 15 ans, disons, mais les jeunes ados ou les enfants, le travail thérapeutique se fait avec les parents. Et en fait, on fait quelques séances et c'est réglé. C'est les parents qui vont souvent consulter. C'est parce qu'en fait, quand on est enfant ou ado, on porte la problématique parentale. Alors, comme on a deux parents qui ont même deux parents, enfin, on porte beaucoup de choses. Et donc, ça évite d'emmener les enfants ou les jeunes chez le thérapeute longtemps et qui disent « Oh, les thérapeutes, plus jamais ». Parce que quand ils ont passé 4 ans pour rien ou pas grand-chose, et c'est rare que, vérité... Alors, ça arrive, que ça soit soulageant pour eux. Attention, je ne veux pas non plus négliger ça. Mais en vérité, ça peut être réglé assez rapidement parce qu'ils portent la problématique de leurs parents. Et quand les pères me disent « Non, mais moi, je ne peux pas raconter ce que je faisais à 14 ou 15 ans. Sinon, il va faire pareil. » Je dis « Non, c'est l'inverse. Si vous ne le lui dites pas, ça agit en creux. Et il va aller comprendre comment s'est construit son père. Quand c'est un garçon, c'est surtout lié au père. Et inversement pour les filles, ce que vous avez fait là, pourquoi vous l'avez fait. Et donc, soit il va aller en contre, soit en pour, mais ou dans le même sens. De toute façon, il va suivre vos traces. Donc, autant le lui dire et lui expliquer aussi si vous avez compris pourquoi vous avez fait ça. Et ça, c'est éducatif, d'une façon noble. C'est-à-dire que c'est comprendre comment son parent du même sexe, finalement, s'est construit et avec quelle pensée il s'est construit. Ça permet à l'adolescent de se dégager des problématiques de ses parents. Donc, c'est la même chose pour l'entraîneur. C'est-à-dire que dans l'inconscient, l'entraîneur forme un binôme, qui n'est pas un binôme parental, mais enfin quand même un binôme hiérarchique pour un jeune. Et donc, il est un modèle. Tous, nous avons l'expérience d'avoir été inspirés ou d'avoir détesté aussi un entraîneur, que ce soit du sport de plaisance ou du sport de haut niveau, ou un prof, ou quelqu'un dans notre vie, un animateur je sais pas, de club ou de maison d'accueil. On a tous l'expérience de quelqu'un ou d'un adulte qui nous a inspirés ou dont on a craint. Ouais. Et donc, il nous a envoyé consciemment et dans l'inconscient des choses qu'on n'a pas modélisées, qu'on n'a pas comprises. Et donc, c'est nécessaire que plus l'éducateur, plus l'enseignant, plus le coach aura regardé ça dans sa propre enfance, adolescence, moins il va projeter sur le jeune, et plus il va le laisser libre finalement d'aller puiser en lui des choses qui ont été déjà mieux travaillées. C'est un peu comme si... moi, j'ai toujours été surprise que quelqu'un dont le métier, c'est d'être entraîneur, ne s'entraîne plus. C'est un truc qui m'a toujours... j'ai jamais compris comment... qu'est-ce qui se passe chez le jeune qui voit un entraîneur qui s'est complètement laissé aller? Je me suis toujours posé la question. Est-ce qu'un thérapeute qu'il va voir qui lui-même ne se met pas en fragilité et qui prétend faire traverser la fragilité de l'autre, c'est pareil. Enfin, il y a des choses que je ne comprends pas. C'est comme si on disait qu'un policier n'est pas à l'entraînement. Un policier qui ne s'entraîne pas, qui n'est pas capable de courir, c'est un problème, non? C'est un problème très français, ça. Ah oui, c'est un problème très français, parce que pour avoir vécu dans d'autres pays, je l'ai moins vu. Mais voilà, c'est pareil. C'est-à-dire que si je veux faire traverser l'autre, je ne peux pas dire « Ah ben moi, je l'ai fait, c'est fini ». Non, je continue à travailler ma matière. Pour comprendre l'évolution Mais bien du système, sûr. de tout. Et puis savoir que c'est aussi, il y a du transfert entre la personne qui est accompagnée et la personne qui accompagne. Ça marche dans l'inconscient, ça fonctionne comme dans un groupe. Tu me parlais d'un staff. Eh bien, dans un groupe, tous les inconscients communiquent. On peut faire très bien le test. On met un groupe. Il y a des techniques que j'utilise où on va faire parler le groupe dans l'inconscient, c'est-à-dire que je vais faire révéler les pensées des personnes. Et si on met une femme enceinte au milieu, alors ça,
avec qui porte un bébé. Alors ça fait complètement encore changer la manière dont les personnes pensent, parce que ça vient ramener à leur propre vie utérine ou à des tas de choses qu'ils n'imaginaient pas. Ça aussi, c'est très intéressant de faire l'expérience. Trop bien. Est-ce qu'il y a un thème que tu avais envie d'aborder aujourd'hui? Oui, il y aurait quand même quelque chose que je trouverais intéressante, c'est que ce métier de la dimension mentale et psychologique, quand même, génère différentes postures. C'est-à-dire que soit tout le monde pense qu'il connaît quelque chose là-dessus, parce qu'effectivement, tout le monde a aidé quelqu'un ou tout le monde a eu le sentiment qu'il a pu accompagner quelqu'un ou lu des livres. Et le vocabulaire français est plein de mots psychologiques. Oh, il est parano, il est ci, mais les gens ne savent pas de quoi il parle derrière. Souvent, hein. Quand je Bien dis, ah sûr. bon, parano, mais qu'est-ce que c'est que la paranoïa? C'est toujours intéressant. Je me dis, il y a une espèce de consensus qu'on connaît ça. Mais en vérité, c'est un métier très difficile. C'est un métier qui demande d'avoir travaillé sur soi, beaucoup de connaissances, et en tout cas d'être à jour de ses connaissances. On peut le traiter de plein de manières, mais il y a une chose qui est certaine, on ne peut jamais partir d'autre chose que de l'autre. C'est-à-dire que la première matière, c'est la personne en face de soi. Et cette matière-là, on ne peut pas avoir un avis à la place de l'autre sur ce qui serait bon pour lui ou pas. Et pourtant, c'est assez paradoxal avec le métier d'entraîneur, parce qu'on est censé faire des choix pour ce qui est bon pour le sportif en face de nous. Et oui, et donc ça se discute. C'est-à-dire que si toi, en tant qu'entraîneur, tu penses que ça, ce serait mieux disant pour l'athlète, tu peux pas le décider d'une manière comme ça, je trouve. Enfin, tu peux pas. Bien sûr, tu peux, mais ça serait dommage. Et je pense souvent, moi, je dis aux athlètes, vous êtes celui qui va faire performer votre entraîneur. C'est-à-dire parler de vos besoins à l'entraîneur et inversement, l'entraîneur, vous allez monter en compétence en parlant avec votre athlète de ce dont vous auriez besoin qui peut-être n'est pas juste. Et donc en fait, c'est l'ajustement des besoins des uns et des autres, l'ajustement des objectifs des uns et des autres, l'ajustement des croyances des uns et des autres, le fait que tu dises, bah voilà, moi je pense que c'est ça qu'il faut que tu fasses, qu'est-ce que tu en penses? Et de cette discussion va sortir le process qui va permettre soit de faire ce que tu pensais juste et ça s'avère juste, soit de trouver le chemin pour le faire, soit de le modifier, parce que c'est pas tout à fait ça. Et donc, ce sont des métiers, les métiers d'accompagnement sont des métiers de créativité. Bien sûr. Et donc, si on est dans la créativité, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de conviction. Que ça soit toi ou moi dans nos métiers, on a des convictions. Mais on doit être précautionneux avec nos convictions. C'est-à-dire, nous n'avons pas, ce ne sont pas nos vies. Et donc, cette précaution d'usage, et c'est ce qui sera peut-être la première des bientraitances, justement, c'est d'être capable d'être respectueux de l'univers de l'autre, tout en se respectant soi-même. Et en fait, c'est ce double notion de respect de soi et de respect de l'autre, on le prend dans le sens qu'on veut, qui va faire que finalement, on va créer les meilleures conditions de la santé mentale et de la performance, parce que pour moi, ça va ensemble. J'adore. Pour toi, c'est quoi un bon entraîneur? Justement, c'est celui qui est capable d'être clair avec ses intentions, capable aussi d'évoluer dans ses valences, et qui va accueillir l'autre dans ce qu'il est et pas dans ce qu'il voudrait qu'il soit. Et qui donc sera capable de mettre en place ses compétences au service de l'athlète qui l'accompagne. Est-ce que tu as des livres à conseiller? Que ce soit sur l'entraînement ou pas du tout. Alors sur l'entraînement, non, parce que c'est pas mon domaine et ça, je veux pas aller du tout là-dessus. Il y a un livre comme ça me vient. C'est pour ton bien d'Alice Miller. Ça peut être intéressant de lire ça pour voir justement comment, en s'octroyant l'autre, en voulant son bien, on peut faire le pire. Voilà. Ça, c'est un premier livre. Je pense que La cause des enfants
de Françoise Dolto, qui est facile à lire. C'est un petit pavé, mais il est facile à lire, où elle s'est mise en place d'éducation au monde. Et ce livre ne vieillit pas. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Il y aurait tellement de livres. C'est dur, hein? Ouais, mais sinon, il y a l'entraide. Mhm. Et donc, ce livre parle justement de ce que la permaculture parle, ce dont la permaculture parle. Et je vais faire cette métaphore, c'est-à-dire que on ne fait pas, ça serait intéressant d'éviter de faire de la grande culture, où on sépare bien une culture de ci, une culture de ça, mais que la nature fait tellement bien les choses qu'elle permet à différentes plantes de se côtoyer, de vivre ensemble et de faire en sorte que l'une protège la croissance de l'autre. Ça m'intéresse. Et l'entraide parle de ça, c'est-à-dire prend le parti qu'on n'est pas obligé d'être en guerre les uns contre les autres, mais que si on est capable d'accepter la différence de l'autre comme une complémentarité, eh bien tout ça peut fonctionner d'une manière homéostasique très intéressante. Mais ça demande d'être très ouvert. Et donc, pour être ouvert, d'éviter de croire qu'on détient la vérité. Je te laisse le mot de la fin. Oui, celui-là Ce que tu veux. J'ai envie de nous inviter à toujours être curieux, de faire notre introspection régulièrement de là où on en est, de nos désirs, de nos intentions, et d'être précautionneux de soi et de l'autre. On met tout sur papier ou on le garde dans la tête? Comme chacun voudra, mais on peut déjà l'exercer chaque jour en se levant le matin en se disant mais aujourd'hui, quel est mon objectif? Ou pour moi-même, déjà ça sera pas mal. Prendre soin de soi. Francisca, merci. Merci Julien. Voilà, l'épisode est terminé, j'espère que ça t'aura plu. Alors oui, je me suis ouvert, chose rare. J'ai plus l'habitude de raconter des expériences de terrain que des expériences sur moi-même. J'espère que ça pourra te servir et que ça t'ouvrira les yeux peut-être sur des problématiques que tu pourras rencontrer toi dans ton parcours. Et surtout, n'oublie pas de t'inscrire sur les rencontres de la performance. Ça va être vraiment, vraiment exceptionnel. Tu retrouveras tout dans le lien en description. Et la semaine prochaine, on se retrouve avec Romain Guérin. Et ça va t'intéresser, j'en suis sûr. Salut!